Bonsoir, bienvenue au Collège Belgique et à l'Académie royale. Jean-Marie Renz, compositeur et pédagogue, Pascal Sigrist, pianiste et pédagogue, nous reviennent pour deux séances particulièrement prometteuses. Les sujets qu'ils vont traiter sont au cœur d'un patrimoine musical précieux entre tous. Un patrimoine riche, multiple et donc forcément complexe. Il faudra toute leur science, qui est grande, et leur longue expérience pour approcher les thèmes qu'ils ont choisi de développer. Car parler de musique est un exercice périlleux. Rien que le choix des termes. Est-elle langage? Sans doute, à bien des égards. Un langage non verbal. Un langage à la fois intelligible et intraduisible. Un langage se signifiant lui-même. Elle est aussi investissement du sonore dans une démarche esthétique. Invention, confrontation de grammaires et de vocabulaire, action de l'imaginaire. Ces sources sont dans le réel et elles affectent notre perception du temps. On se souviendra évidemment que Claude Lévi-Strauss voyait en elle le mystère suprême des sciences de l'homme. C'est une phrase très commode, parce que quand on a dit ça, on n'a rien dit, et en même temps on a dit quelque chose d'énorme, et qui en plus, je crois, est très vrai. Un mystère que notre brillant duo de musiciens analystes va aborder à partir d'un de ses aspects fondamentaux, la forme. Aujourd'hui, la fugue, et pas n'importe laquelle, la fugue chez Jean-Sébastien Bach. Bonne écoute. Voilà, bonjour, bonsoir, à cette heure-ci, c'est encore un petit peu des deux. Merci d'être là aussi nombreux pour cette séance. Et donc, comme vous le savez, et Pierre Bartholomé vient de le rappeler, c'est deux séances, il y en a une seconde demain. Et donc, les deux séances que nous vous proposons, Pascal Sigrist et moi-même, sont consacrées à deux grands archétypes de la musique occidentale. D'une part, la fugue qui, chez Bach, mais chez bien d'autres compositeurs, est un genre musical récurrent, et peut-être plus particulièrement à l'époque baroque, et la forme sonate dont on parlera demain, qui peut être considérée là comme la quintessence du système tonal et de la période dite classique. Sachant que je m'adresse à des musiciens professionnels, amateurs pour certains, mais aussi à des mélomanes qui ne lisent pas nécessairement la musique, je vais utiliser, vous le verrez, une série de diapositives qui laissent la part belle au graphisme. Petit avertissement aussi, on a toujours trouvé que c'était important de le faire, Pascal et moi, c'est de dire que tant Pascal que moi, nous sommes musiciens. Et notre propos sera davantage porté vers l'aspect musical que vers l'aspect musicologique. En fait, notre ambition à travers ce type de séance, et c'est pas la première fois que nous avons l'occasion de le faire, est de proposer aux gens qui nous écoutent d'entendre non pas mieux une œuvre, mais entendre parfois d'autres choses, d'entendre différemment. Passons donc au vif du sujet. Parler de la fugue aurait pu nous amener à choisir bien d'autres compositeurs que Jean-Sébastien Bach. Et en parler chez Jean-Sébastien Bach aurait pu nous conduire à parler de bien d'autres œuvres de ce merveilleux compositeur.
Je pense en particulier ici, quand on parle de la fugue, à l'art de la fugue, qui est un véritable chef-d'œuvre, bien entendu, mais qui est aussi, pour tous les compositeurs, une merveilleuse leçon de composition. Mais devant faire des choix, nous avons décidé, Pascal et moi, de vous parler de ces célèbres préludes et fugues du clavier bien tempéré. Cette œuvre se compose de 2 cahiers. Oui, ils sont bien là, pardon, je regardais pour être bien synchrone avec mon diapo. 2 cahiers, le premier est daté de 1722 et le second de 1744. Donc 22 ans de décalage entre les 2 cahiers, et ça a une incidence, en particulier sur l'élaboration des préludes, mais j'y reviendrai. Chacun des cahiers propose donc un prélude et une fugue dans chacune des 12 tonalités majeures et mineures, soit 24 binômes dans chaque cahier. Ces 2 recueils sont considérés, et nous aurons l'occasion d'y revenir, comme une des œuvres marquantes dans l'histoire de la musique occidentale. Mais que veut bien dire clavier bien tempéré? Bien tempéré ne veut pas dire tempérament égal. Égal, c'est plus tard. On est au milieu du 19e siècle. Alors, c'est difficile à bien cerner cet aspect-là parce que personne n'est tout à fait d'accord sur le tempérament que Bach pouvait utiliser. Alors, celui qui me paraît le plus pertinent est celui de son fils Carl Philipp Emanuel Bach qui dit « Les clavecins et clavicordes doivent être bien tempérés en accordant les quartes et les quintes avec les tierces majeures et mineures et les accords complets pour preuve. Il faut affaiblir un tant soit peu la justesse des quintes en sorte que l'oreille l'aperçoive à peine et que les 24 tons soient tous utilisables. » Voilà ce que dit Carl Philipp. Mais il dit bien tempéré. Il ne parle pas de tempérament égal, bien entendu. Certains pensent que c'est peut-être le tempérament de Kirnberger qui a servi à Bach. Kirnberger ayant été un étudiant de Jean-Sébastien Bach. Et puis pour certains, et notamment Ewald de Meyer, qui est un ami qui est un très très grand spécialiste de la musique de Bach, il me dit il n'est pas certain que toutes les pièces pouvaient être jouées avec un seul tempérament. Ça reste donc quelque part une forme de mystère. Alors, un Américain a fait, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé, mais je peux le retrouver certainement, a expliqué que le tempérament que Bach utilise est peut-être décrit dans la page de garde de la partition du clavier bien tempéré. Ce seraient ces petits dessins au-dessus, certains représentant certains types de quintes, certains autres. C'est très créatif, très amusant, mais pas vraiment tout à fait fondé. Alors peut-être pour que les choses soient claires, quand on parle de tempérament, on sort un tout petit peu de Bach, mais ça vaut la peine de vous en parler, je pense. Il y a Jean-Paul Laurent qui en 1997 a fait un petit logiciel qu'on peut télécharger tout à fait librement sur le web et qui s'appelle Tempérament. Et je vais vous le montrer et vous le faire entendre. Alors, je vais glisser ça de ce côté-là ou de ce côté-là. Voilà comment cela se présente. Donc, vous avez une table avec, en fait, je vais prendre le tempérament égal, comme ça, vous verrez tout à fait le schéma. Voilà. Les niveaux sont à 0, ça veut dire que dans le tempérament égal, tous les demi-tons sont égaux. À partir du moment où on a d'autres tempéraments, et on va faire l'expérience uniquement avec un vieux tempérament, le tempérament mésotonique. Voilà, le classique. Ben, vous voyez les curseurs déjà qui bougent de manière un peu particulière. Et le fait de ne pas avoir des demi-tons égaux fait que dans certaines tonalités, on a des choses un peu particulières. Je vous le fais entendre. Pardon. Voilà un bel accord de Do majeur tout à fait acceptable. Un accord de Ré majeur. Puis on prend Ré bémol majeur. Attention aux nausées possibles. Ça fait mal, hein?
ça fait mal. Donc, en fait, certaines tonalités étaient utilisables, d'autres pas du tout, bien entendu. Je reviens à ma projection, si je retrouve ma souris, voilà. Et donc, c'est quelque chose d'assez fascinant de voir comment ces tempéraments pouvaient agir sur la sonorité, sur l'affect des tonalités. Ce petit tableau est une synthèse que m'avait donnée il y a bien longtemps maintenant Benoît Mernier, qui reprend en fait chez Bach le caractère des tonalités en fonction des différents tempéraments. Alors, Do majeur représente l'insolence, l'effronterie, l'allégresse, la joie. Fa mineur, dramatique, hein, mélancolie noire, sans secours, avec angoisse de mort, résignée. C'est tout un programme. Alors on se dit, ah ben oui, mais on est en majeur et en mineur, il y en a un qui est gai, l'autre triste. Ben non. Mi majeur, désespoir tranchant et pénétrant en souffrant avec affliction mortelle. Donc en fait, les tempéraments agissaient sur la manière dont on pouvait composer, bien évidemment, et sur la sonorité que ça pouvait avoir. Un tempérament égal, par contre, tous les demi-tons sont égaux, et ça vaut la peine de le signaler, je le fais toujours pour mes étudiants au conservatoire, de dire, vous savez, on utilise toujours une gamme diatonique et une gamme chromatique. D'où vient ce terme chromatique? Mais tout simplement parce que les demi-tons n'étant pas égaux, ayant des sonorités différentes d'une tonalité à l'autre, on a des couleurs différentes, d'où le terme chromatique. Alors, dans la page de garde de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, voilà ce qu'il nous dit. Clavier bien tempéré ou prélude et fugue dans tous les tons et demi-tons, tous deux avec la tierce majeure ou ut ré mi, et avec la tierce mineure ou ré mi fa. Ça, c'est intéressant aussi, se dire que le modèle n'est pas le mode de la, comme on peut le penser, mais c'est encore le dorien pour Jean-Sébastien Bach. Pour la pratique et le profit des jeunes musiciens désireux de s'instruire et pour la jouissance de ceux qui sont déjà rompus à cet art. Nicolas Méhus, dans ses articles consacrés au prélude et fugue, et en particulier au premier prélude, dit « Le manuscrit du premier volume du clavier bien tempéré est daté de 1722, mais l'ouvrage n'a pas été publié avant 1801. » Bach y a apporté des corrections pendant plusieurs années après 1722, mais il semble avoir fait circuler ou avoir au moins favorisé la circulation de copies non corrigées ou plus anciennes parmi ses élèves. Donc, ce qui veut dire qu'on a probablement différentes versions et qu'on a dû à un moment statuer. C'est une chose tout à fait récurrente dans l'histoire de la musique. Nicolas Méhus, dont je vous parle, a écrit un article sur une étude de Chopin, sur un prélude de Chopin, où il montre qu'on connaît 4 versions différentes, toutes corrigées de la main de Chopin. Ça veut dire que son éditeur à Vienne lui envoyait la copie, il faisait la correction, et puis un autre éditeur lui envoyait la copie, il faisait une autre correction, ce qui veut dire qu'on ne sait pas toujours très très bien laquelle devoir jouer. Un autre commentateur du clavier bien tempéré dit « On peut légitimement parler d'œuvres cultes à propos de ces 2 livres pour clavier contenant chacun 24 préludes et fugues que le compositeur acheva respectivement en 1722 et en 1774. Si l'on en fait si volontiers l'Ancien Testament de la musique, c'est que depuis toujours les plus grands musiciens l'ont adopté comme référence suprême au point parfois d'en faire leur nourriture quotidienne. On sait le choc que représenta pour Mozart la découverte tardive de ses préludes et fugues. De même, on rappelle à l'envi que Chopin ne commençait pas une journée sans en avoir revoir un ou plusieurs. Et si Schumann, qui en faisait également son pain quotidien, a écrit « La musique doit à Jean-Sébastien Bach autant qu'une religion à son fondateur », c'est à coup sûr en pensant avant tout au clavier bien tempéré qu'il fit cette déclaration de foi. C'est resté quelque chose de tout à fait commun. Aucun musicien s'intéressant à la composition en particulier ne peut ignorer cette œuvre monumentale qu'est le clavier bien tempéré.
2 cahiers donc. Alors voici l'organisation de ces 2 cahiers. Les tonalités s'enchaînent de manière chronologique. Do majeur pour le premier prélude et fugue, Do mineur symbolisé ici pour le majeur en majuscule, pour le mineur en minuscule. On a bien 12 tonalités. Mais il y a une chose un tout petit peu étrange, c'est que pour la 8e pièce, le prélude dans le premier cahier est en mi bémol mineur, mais la fugue est écrite en ré dièse mineur. Dans le livre 2, le mi bémol majeur et son pendant, c'est pas mi bémol mineur, mais ré dièse mineur. C'est pareil pour le 17e et 18e prélude et fugue, la bémol majeur pour le 17e et pas la bémol mineur, mais sol dièse mineur pour le numéro 18 dans les 2 cas. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Ewald de Meyer dit c'est peut-être le caractère de la fugue qui implique plus une tonalité de sol dièse que de la bémol, par exemple. Mais il y a une chose assez amusante, c'est qu'avec ce processus-là, on a 14 dénominations différentes, et plus 12. Et il y a un ouvrage absolument fascinant, ça se lit un peu comme un roman policier, Bach et les nombres. Ce sont 2 Hollandais qui ont publié leur thèse de doctorat chez Mardaga en 2003. Et ils nous disent, mais en réalité, avec 14 tonalités ou 14 dénominations, c'est une manière pour Bach de signer. Et on le verra un peu plus tard, Bach avait l'habitude de signer ses œuvres à travers la numérologie ou la gématrie dans certains cas. Et donc, c'est tout simplement l'addition des lettres de son nom. B plus A plus C plus H, donc 2 plus 1 plus 3 plus 8. Et comme par miracle, on arrive à 14. Mais on verra qu'à d'autres moments, Bach signe ses œuvres à travers cet aspect numérologique. C'est quelque chose d'assez récurrent chez lui. Il y a des nombres qui reviennent assez régulièrement. 14, bien entendu. 41, ben oui, J plus S plus B plus, ça nous fait bien 41. Et Bach avait une chance absolument invraisemblable parce que son 41 lui fait un joli palindrome de 14. 48, c'est la multiplication. Mais on pouvait aussi trouver des choses chez Bach où il multiplie J fois S fois B fois A, ce qui devient nettement plus important. Encore un petit mot par rapport au 2e cahier. J'ai souligné en rouge les formes qu'on appelle des formes binaires avec reprise. C'est une chose dont on parlera demain pour la sonate. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que cette forme binaire avec reprise est bien plus présente dans le 2e livre que dans le premier. Et pour cause, on est 22 ans plus tard et que le goût a changé, que les formes musicales vont changer. Et Bach s'adapte effectivement à cet aspect-là. Donc c'est assez révélateur ici, le nombre de formes binaires qu'on a dans le 2e cahier. Alors, on en vient à la fugue. C'est quoi la fugue ? Le terme, vous le connaissez, c'est fuite, bien entendu. C'est une œuvre polyphonique qui joue sur les imitations. Dans les fugues qu'on va vous présenter, ce sont des œuvres monothématiques, avec un thème principal, si vous voulez. En fait, la fugue est dans une certaine mesure un canon un peu particulier. Et le canon, chez Bach, c'est quelque chose de terriblement important. Canon qui, en grec ancien, veut dire la règle, le précepte. Gilles Cantagrel dit « Le canon est le signe tangible de la règle, de la loi divine », en parlant du canon chez Bach en particulier. Et de fait, il y a quelque chose d'assez magique quand même, quand on y pense, c'est qu'une seule mélodie engendre une ou les autres voix, mélodie, par imitation. Le tout en un. On touche à l'idée du divin, du mystique, auquel Bach accordait, vous le savez, énormément d'importance. Et pour montrer cette importance ou l'intérêt qu'il portait au canon, 2 petites choses, ce portrait très célèbre, qui semble d'ailleurs le seul où c'est vraiment Bach, on n'est pas sûr pour les autres. Et donc vous voyez qu'il tient à la main un parchemin. En fait, ce parchemin,
C'est pas très lisible comme ça, mais peu importe. C'est un canon à énigmes. Alors Bach aimait beaucoup travailler sur les canons à énigmes. Vous savez, dans le portrait, je reviens là-bas, Bach, évidemment, regarde, et là, son parchemin comme ça. Donc, il voit son canon à 3 voix. Mais moi, je vois le canon dans l'autre sens. Et en réalité, l'énigme du canon, c'est que c'est un canon à construire, plusieurs canons, avec 6 voix, à l'endroit et à l'envers. Bach avait un cerveau un peu particulier, sans doute, ce qui fait dire aux 2 Hollandais, quand ils terminent leur ouvrage, de dire que peut-être que Bach n'est pas né sur Terre. Voilà. Et le canon, je vous disais, est tellement important chez lui qu'on a retrouvé, c'est très tard ça en fait, en 1974, cette page, un manuscrit de Bach, qui contient, comme par hasard, 14 canons, tous faits sur la base d'une ligne de basse qui est celle des variations Goldberg. Et ça a été découvert dans un manuscrit des Goldberg, en dernière page. On a 14 canons, et celui que vous avez dans le cadre bleu est celui que je viens de vous montrer. Plusieurs de ces canons étaient déjà connus, mais plusieurs, enfin quelques-uns aussi, n'étaient pas connus. On les a découverts grâce à ce document. Alors, l'origine de la fugue, je vous laisse lire ça et vous comprendrez très très vite que le terme fugue pouvait signifier des imitations strictes. Quand on parle d'imitation stricte, on parle d'un canon, et des imitations plus libres. Quoi qu'il en soit, le terme fugue a toujours été associé à l'idée d'imitation. L'ancêtre le plus proche de la fugue, c'est le ricercar. Le ricercar, qui veut dire invention, et on trouve des ricercars sur le plan vocal, qui sont polythématiques la plupart du temps, et des ricercars qui sont instrumentaux. Et là, ils deviennent monothématiques. Pourquoi? Parce que dans le cas d'une œuvre avec un texte, le texte est garant de l'unité de l'œuvre, si vous voulez. Et on peut se permettre d'avoir des thèmes différents. Par contre, lorsque le texte n'est plus présent, il faut l'unifier à travers l'idée du monothématisme. Dans d'autres domaines que la musique, des artistes se sont intéressés à la fugue, et il y a cette magnifique toile de Paul Klee, La fugue en rouge, et qui est vraiment magnifique parce que elle représente vraiment bien ce que l'idée de la fugue, avec la façon dont, enfin on y reviendra sans doute à la fin de mon exposé, la façon dont un objet se répète par imitation. Alors, une question qui a parfois enthousiasmé certains, qui ne m'enthousiasme qu'à moitié, je vous l'avoue. Certains disent, est-ce que la fugue est une forme musicale? Alors certains, non, surtout pas. C'est un genre musical. Alors, on va pas s'embêter avec ce genre de considération, mais il y a une discussion de savoir si c'est une forme ou pas, mais j'y reviendrai un petit moment dans mon exposé. Que ce soit une forme ou une structure, peu importe, une fugue a un projet. Quand Bach écrit une fugue, il y a un projet. Alors, soit le sujet, le thème dont on va vous parler dans quelques instants, agit sur le projet global de la fugue. Je pense par exemple à la fugue en do mineur du 2e cahier, où, de manière chronologique, les premières notes du sujet deviennent les tonalités par lesquelles Bach va passer. Autrement dit, le sujet devient le programme modulant de la fugue. Là, le sujet agit sur la forme globale. En revanche, il y a des fugues, et on parlera d'une d'entre elles, où en fait, le projet global que le compositeur a agit sur la manière dont il va composer le sujet. C'est 2 manières différentes de travailler. Alors, je l'ai dit déjà à quelques reprises, sujet, donc œuvre monothématique. On ne dit pas thème dans une fugue, c'est pas très important, mais on parle plutôt de sujet, parce que c'est l'élément important de toute la fugue, le sujet de la fugue. Terminologie plus ancienne, on parlait d'ux, qui est la première voix qui entre dans un canon. Et puis, dans les terminologies plus anciennes aussi, j'aimais beaucoup ça, proposta, la proposition. C'est 2 termes différents. Alors voilà quelques exemples de sujets de fugue. Je vais demander à Pascal de vous jouer celui-là. C'est le sujet de la première fugue en do majeur du 1er cahier.
Je l'ai scindé en deux, vous avez vu, j'ai mis un cadre rouge, un cadre bleu, et on parle très souvent de la tête du sujet et puis du corps du sujet. C'est la première fugue du premier cahier. Difficile pour Bach de ne pas nous dire « c'est moi, je l'ai composé, c'est mon projet ». Et le sujet fait 14 notes. C'est une des manières de signer pour lui aussi. Voilà un deuxième sujet en ré mineur que j'ai là aussi scindé en deux. Et il y a une chose intéressante ici, c'est de s'apercevoir que Bach a noté ça. Il y a très peu d'indications de phrasé, de nuances chez Bach. Quand il met ça, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose qui n'est pas la norme. S'il n'y avait pas cette liaison, voilà comment Bach aurait souhaité qu'on le joue. Fa, Ré, Do, Ré, on pose le Fa sur le premier temps, ce qu'on appelait le temps noble, les autres temps étant des temps vilains. Mais quand il indique ça, ça veut dire qu'il veut qu'on reprenne l'appui sur le Ré. Pascal va vous faire entendre. Donc quand il y a des indications chez Bach, c'est les mauvais éditeurs qui parfois en mettent des nuances, des crescendo, mais ça c'est clairement sortir de la norme. Et évidemment, on a le manuscrit de la main de Jean-Sébastien Bach qui montre bien cet élément-là. Quelle est la charpente d'un sujet? Parce que le sujet n'est pas très long en général et il y a une charpente. Alors, il faut remonter un tout petit peu au Moyen-Âge déjà et parler de l'affinité des notes entre elles. Et parmi les théorisations au Moyen-Âge, il y en a une qui dit que l'octave se divise en deux. Une quinte et une quarte, de Ré à La par exemple et de La à Ré. Voilà, c'est une théorisation vraiment importante. Et la plupart des sujets, en tout cas beaucoup chez Bach, tournent autour de cette charpente. Le sujet que Pascal vous a déjà joué part d'un Ré et finit vers un La et reste dans cet ambitus. Tonique et dominante. Par contre, le sujet en Do mineur, ce sera d'une dominante vers une tonique que Pascal va vous jouer aussi. Bon, c'est bien ancré autour de ces deux pôles, si vous voulez. Encore un exemple, on pourra en prendre énormément des exemples. En dehors de quelques ornementations, c'est autour du Do ou du Fa. C'est la charpente d'un sujet autour de la tonique et de la dominante. Quand Bach compose un sujet, il y a toujours une dimension harmonique qui est extrêmement importante. Alors, on va vous en faire la démonstration à travers le sujet de cette fugue en Do. Et c'est pour moi l'occasion de faire un peu d'organologie, vous voyez. On va faire ça en duo, Pascal et moi. Avec cet instrument, je quitte le micro à un moment, mais avec cet instrument, qui est ce qu'on appelle un accordina. En fait, l'accordina, c'est la main droite d'un accordéon sans sa main gauche. Vous savez, on dit souvent de l'accordéon, c'est le piano du pauvre, et vous avez là l'accordéon du pauvre. Là, vous avez une leçon absolument inoubliable de ce sujet. Okay. Ce que Pascal vous a joué, c'est le fond harmonique sous-entendu de cette pièce. Et du reste, quand on écoute bien ce fond harmonique, on se dit, mais ça me rappelle quelque chose. Quand tu veux, Pascal. Formidable quand même, hein. Ça veut dire que ce prélude, qui, on y reviendra dans quelques instants, n'est pas de Jean-Sébastien Bach, mais de son fils, que ce prélude a alimenté le sujet de la fugue. Donc voilà ce que c'est qu'un sujet. Alors,
On l'a dit, la fugue, c'est une œuvre en imitation, et donc c'est un canon un peu particulier. Et selon le type de fugue, si on fait une fugue à 2 voix, à 3 voix, à 4 voix, vous avez 1, 2, 3, 4 entrées du sujet consécutivement. Cette première partie d'une fugue, c'est ce qu'on appelle l'exposition. Et on peut dire que l'idée d'une exposition est un point commun dans toutes les fugues du clavier bien tempéré. Pour le coup, on pourrait dire que dans ce cas-là, l'exposition a une forme, si vous voulez. Ce qui se passe après, c'est autre chose. Alors, ça se présente comment? Imaginez ceci, on fait une fugue à 3 voix, le sujet entre, par exemple, à la voix aiguë, et puis on fait une deuxième entrée, c'est le sujet mais qui a été transposé, on y reviendra, et puis une troisième entrée. Mais si on peut faire aigu, médium, grave, on peut faire, bien entendu, grave, médium, aigu. On peut évidemment faire un mix aussi, faire entrer les voix de cette manière-là. Mais dans tous les cas, on aura, si c'est une fugue à 3 voix, 3 entrées. Mais dans une fugue, la deuxième entrée n'est pas dans le ton principal. C'est systématiquement chez Bach, dans les claviers bien tempérés en tout cas, à la dominante. Et on l'appelle plus le sujet, on l'appelle la réponse. Et donc, voilà, en reprenant des choses que vous avez déjà entendues, le sujet et la réponse de la ré mineur. Copie conforme, simple transposition, et on parle dans ce cas-là d'une réponse réelle. On répète la même chose qui a été transposée. Deuxième exemple. Ces cas-là sont très simples, donc on fait l'imitation à la dominante. Mais parfois, la réponse est légèrement différente du sujet. Et ça, c'est quelque chose d'un peu particulier que Pascal va vous commenter dans un instant. C'est un sujet un peu particulier, cette transformation, et qui fait que même dans les ouvrages consacrés à la fugue, alors je pense à celui que j'avais lu quand j'étais étudiant en classe de fugue il y a bien longtemps, Gédalge, je crois qu'il y a 70 ou 80 pages consacrées à la problématique dont va vous parler Pascal maintenant. Voilà, je vais essayer d'être pas trop long et pas trop compliqué, car c'est un problème assez vaste, celui de la réponse. On serait tenté de croire qu'au vu des exemples qu'on a mis ici, que le sujet est dans une tonalité et la réponse est dans la tonalité de sa dominante. Pour parler avec un exemple concret, on dira un sujet est en Do et la réponse est en Sol. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. C'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est une réponse incomplète. On va dire ce qui est en Do dans le sujet sera en Sol dans la réponse. Mais, si par hasard, on trouve quelque chose dans le sujet qui est déjà en Sol, alors ce quelque chose va basculer en Do dans la réponse. C'est ce rapport tonique dominant dont vient de parler Jean-Marie. Alors, voilà. Mais qu'est-ce qui peut bien être déjà en Sol dans le sujet? Alors, on va rechercher un peu ça. Ça concerne principalement deux choses, la fin et le début du sujet. Pour ce qui est de la fin, on doit regarder si le sujet a modulé vers la dominante et qu'il a abouti sur la tonalité de la dominante. À ce moment-là, ce quelque chose, à partir du moment où on décide qu'on est dans cette nouvelle tonalité, va basculer donc sur la réponse. Ça, c'est un cas assez rare. Dans les 48 préludes et fugues, les 48 fugues, il y en a peut-être 3 ou 4, éventuellement 5,
sur les 48 qui présentent cette particularité. Je vous en donnerai un exemple tout à l'heure. Je vais m'attacher maintenant au début du sujet. Le début du sujet, on va chercher pas vraiment une tonalité, mais on va chercher une note. C'est justement cette dominante. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est présente dans ce début? Alors, si elle est présente, elle sera considérée comme dans sa propre tonalité et elle va basculer dans la tonalité de la réponse. L'exemple que vous avez ici, voilà, il s'agit du sujet de la fugue en do mineur du second livre. Alors vous voyez, ça commence avec un sol. Ah, voilà, celui-ci va muter. Donc, on considère qu'il est en sol, c'est marqué, voilà. Ensuite, on fait une frontière, non pas linguistique, mais tonale, et puis on dit la suite, ce sera en do. Voilà, ben, on n'a plus qu'à faire basculer en miroir, et dans la réponse, on va dire ce qui est en sol sera en do, ce qui est en do sera en sol. Du coup, le sujet, la réponse sera un petit peu asymétrique. Vous voyez d'ailleurs l'entouré en couleur verte qui montre que l'intervalle entre les deux premières notes est différent dans le sujet et dans la fugue. Voilà, vous avez un exemple de mutation dans la tête du sujet. Donc il faut trouver la dominante dans la tête. La tête, c'est quoi? C'est les premières notes caractéristiques, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est un cas extrêmement fréquent dans le clavier bien tempéré, puisque plus de la moitié des fugues présentent cette particularité. J'en ai dénombré 26 ou 27, donc plus de la moitié. Je vais rapidement vous donner un autre exemple qui est de nouveau une fugue en do mineur, mais celle du premier livre cette fois. Alors, on a au début, ça marche plus, non? Si, ça marche. On est en do, do si do, sol, on est en sol. La bémol, on est évidemment de nouveau en do jusqu'à la fin. On va basculer sur la réponse. Ce qui était en do sera en sol. Ce qui était en sol sera en do, do. Et puis ce qui était en do sera en sol. Du coup, vous voyez, j'ai deux frontières tonales et puis chaque fois une différence d'intervalle entre les barres de séparation. Alors, comme promis, je vous donne maintenant un exemple de modulation sur la fin du sujet. Il s'agit de la fugue en mi bémol majeur du premier livre. Voilà, alors on est en mi bémol majeur, on commence si bémol, on retrouve le cas qu'on a eu de la mutation de la tête du sujet, on est en si bémol, la suite en mi bémol, c'est évident, mais ici tout à coup, le La bécard nous indique qu'on va vers si bémol majeur. Du coup, on va basculer le si bémol dans la réponse qui est donnée en regard en dessous. Si bémol sera mi bémol, ce qui est en mi bémol est en si bémol, ce qui était en si bémol dans le sujet est en mi bémol dans la réponse. Du coup, la réponse avec de nouveau, c'est entouré en vert les différences d'intervalle dans les endroits de mutation. Alors vous me direz, oui, bon, ça se comprend très bien que quand un sujet est modulant, ben, on le fasse muter, c'est normal, sinon
le sujet il ira vers la dominante le réponse ira de la dominante de la dominante. Donc ce sera un peu exotique. Donc il a fallu resserrer ce rapport tonique-dominante, cette division de l'octave. Mais vous me direz peut-être au début, était-ce vraiment nécessaire? Eh bien, oui. C'était pas absolument nécessaire, mais ça va beaucoup nous aider. Vous voyez dans le graphique suivant, ici, voilà, vous voyez entouré en vert, c'est à l'entrée de la réponse, vous avez une harmonie qui est commune à Do mineur et à Sol mineur. Mais, donc ça sert de joindre, une espèce de mastic entre les deux tonalités pour ne pas faire une rupture gênante, mais pour entrer en souplesse dans la nouvelle tonalité. C'est une des raisons principales de la mutation de tête. Voilà, et en particulier chez Jean-Sébastien Bach, cette affaire de la mutation est un truc vraiment compliqué. Je me suis, en préparant cette séance, j'ai appelé pas mal d'amis musicologues, notamment Nicolas Méhus, Anne-Emmanuel Queulemans, aussi Ewald de Meyer, on dit mais ça remonte à quand la mutation? À partir de quand commence-t-on à faire des mutations? Et j'ai soulevé un truc vraiment intéressant parce qu'ils m'ont tous dit je vais aller vérifier. En réalité, quand on remonte dans l'histoire, manifestement, je prends ici un exemple chez Willard, on est quand même, vous voyez, 1400, enfin, mort en 1562, manifestement, il fait dans cette entrée une mutation. Si on va chez Palestrina, on est bien avant Bach, hein, il fait des mutations là aussi. Chez Ockeghem, il les fait aussi. Mais chez ce même Ockeghem, comme chez Willard et d'autres, il y a des moments où ils ne la font pas. C'est très libre apparemment. On l'a fait ou on ne la fait pas et c'est lié en particulier à l'aspect du contrepoint, dans la rencontre des intervalles. Mais ça reste un sujet vraiment difficile. Et la question, c'est de savoir jusqu'où peut-on faire remonter ce procédé. Il y a une hypothèse que mes collègues valident plutôt, de dire on peut remonter très très loin au Moyen-Âge. En réalité, ça c'est ce qu'on appelle un mode dorien autante. Alors au Moyen-Âge, dans le chant grégorien, quand on chantait en autante, on avait droit aux notes que vous avez au-dessus. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. On avait droit à une note vers le bas en plus. On ne pouvait pas, c'est le registre des voix hautes d'hommes, on ne pouvait pas dépasser le ré qui se trouve à l'aigu. On ne pouvait pas. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que si une voix avec une imitation fait ré là, si l'autre l'imite, la mi ne peut pas. On sort du registre. Et pour ne pas sortir du registre, il faut faire la ré. C'est peut-être déjà là que remonte cette affaire de la mutation. Et donc, si on a un sujet comme celui-là, eh bien, forcément, si on ne veut pas sortir du registre, il faut changer la note. Donc, c'est vraiment quelque chose de relativement complexe, cette mutation, et en tout cas, savoir à quel moment on commence à la pratiquer, pas de manière obligatoire, mais on commence à la pratiquer, ben, c'est pas si simple à définir. Ce qui est certain, c'est que chez Bach, il ne fera jamais une mutation si ça risque de dénaturer le sujet. Si on ne fait pas, si le sujet n'est pas dénaturé, on l'a fait. Si ça risque de dénaturer, on ne fait pas la mutation. Et évidemment, je vous parlais de mes études dans la classe de fugue il y a de nombreuses années. Je n'oublierai jamais le sujet de fugue qu'on a eu à l'examen où celui qui l'avait composé s'était dit « je vais faire un truc où ça va poser problème avec la mutation ». Et il y avait un mauvais intervalle, enfin, c'était un espèce de jeu. Toujours est-il que pour synthétiser ce qu'on vient de vous dire à propos de la réponse, il y a deux types de réponses, la réponse réelle, la réponse tonale, c'est quand il y a une mutation. Terme plus ancien, proposta, la réponse sera riposta, la riposte, et le dux, c'est le commes, le compagnon
pour la deuxième entrée, les termes plus anciens. Alors, les entrées suivantes dans une fugue. Alors, voilà comment les choses peuvent se présenter. On a le sujet, hein, vous allez entendre pas mal d'exemples, et puis la réponse qui, vous l'avez compris, est au ton de la dominante. Mais si on est au ton de la dominante, il faut bien faire un petit conduit pour ramener la tonalité, pour refaire le sujet. Donc c'est une petite jonction entre la réponse et le sujet pour ramener la bonne tonalité. Et donc dans une fugue à 4 voix, voilà le modèle que vous allez rencontrer très très souvent. Mais vous imaginez bien que si la première voix a commencé son sujet, elle ne va pas se taire, bien entendu. Et donc tout ce qui va arriver, elles vont continuer à chanter ces voix et sont ce qu'on appelle des parties libres. L'important, c'est les couleurs rouges et bleues que je vous montre. Le reste, c'est, avec tous les guillemets qu'il faut, une forme d'accompagnement. Mais dans une fugue, le compositeur peut écrire ce qu'on appelle un contre-sujet. Ah, ça, c'est vraiment un truc intéressant parce que on dit qu'il y a contre-sujet à partir du moment où le contre-sujet se retrouve, évidemment, ailleurs dans la fugue. Mais là, ça devient intéressant sur le plan simplement de l'économie, parce que voilà ce que ça va donner. Les parties libres se réduisent méchamment, évidemment. Ça veut dire qu'à partir du moment où le contre-sujet est là, chaque fois que le sujet ou la réponse est là, on va le faire accompagner. Donc, c'est préprogrammé dans une certaine mesure. Et imaginez maintenant une fugue à 3 voix. Voilà le modèle, hein, sujet, réponse, contre-sujet, le conduit. Et puis, il n'y a plus qu'une petite crotte de mouche, comme on dit, qui devient une partie libre. Et Bach va le faire à quelques reprises. Imaginez que vous fassiez un deuxième contre-sujet. Ça, c'est évidemment génial, parce qu'à partir du moment où, après l'exposition, on va avoir une nouvelle exposition, avoir 2 contre-sujets, est-ce que ce n'est pas une forme d'économie, d'invention? Ça veut dire que chaque fois que vous allez avoir le sujet ou la réponse, vous avez ses compagnons. Il ne faut pas le réécrire. Seulement, ce n'est pas aussi simple que ça, évidemment, réussir 2 contre-sujets ou même 3 contre-sujets, parce qu'il faut évidemment, voilà ma petite manipulation, que tous ces éléments puissent se situer à n'importe quel étage de l'édifice. Et ça, c'est pas gagné. Il faut avoir une grande virtuosité d'écriture pour le réaliser, et c'est ce qu'on appelle, pour les musiciens, le contrepoint renversable. Il faut que toutes les voix puissent s'inverser sans poser de problème d'harmonie, de contrepoint, etc. Voilà dans les grandes lignes ce que c'est qu'une exposition. Vous allez avoir des modèles dans quelques instants. Alors, premier modèle, c'est la fugue en do mineur, dont Pascal vous a déjà joué le sujet. Voilà la réponse, voilà le conduit, vous allez l'entendre dans un instant, et voilà la 3e entrée, le sujet. Ça, c'est l'édifice de base. On a le sujet, la réponse, on est obligé de faire le conduit pour ramener, et on entend effectivement alors la 3e entrée qui est le sujet. Mais Bach a eu évidemment l'intelligence de mettre un contre-sujet. Alors s'il met un contre-sujet, il sait que quand il va faire sa réponse, il peut remettre un contre-sujet. Il n'y a plus qu'à copier. Et il a même eu l'intelligence de mettre un 2e contre-sujet, ce qui veut dire qu'on le verra un peu plus en détail, on va avoir énormément d'entrées de ces 3 strates liées, si vous voulez. Donc, en fait, faire un contre-sujet, c'est un élément qui contraste en quelque sorte avec le sujet, mais qui va l'accompagner en permanence. Mais quand on compose un contre-sujet, il faut que ce soit un contraste, mais qui ait quand même des similitudes avec le sujet en question. Et on va vous jouer, Pascal et moi, je vais ressortir mon merveilleux instrument. Pascal va vous jouer le sujet de cette fugue en do mineur, et je vais épingler l'une ou l'autre note. C'est incontestable. Et Pascal va vous jouer le contre-sujet 1.
formidable. Et il commence par la, sol, fa, mi. Et puis on regarde, ah tiens, dans le contre-sujet, la, sol, fa, mi, ré. C'est jamais la même chose. Et puis ré, mi, fa à l'envers. Donc Bach s'est arrangé, évidemment, et il le fait souvent, pour faire en sorte que la matière de son contre-sujet émerge du sujet lui-même. On ne l'entend pas à la première, c'est l'analyse, l'écoute détaillée qui permet de révéler ce genre de choses. Ça, c'est donc l'exposition en do mineur qu'on vient de vous montrer, est une exposition standard, ce qu'on a même d'ailleurs appelé à un moment la fugue d'école, c'est celle qu'on étudiait au conservatoire. Mais il y a des exceptions, et chez Bach, pour cause. Alors la fugue en do mineur du deuxième cahier, je vous montre la particularité. Vous avez le sujet, vous avez la réponse, vous avez le conduit, tout va bien, tout va bien. Bach a observé la règle, il fait son sujet, et on se dit, bah, on va avoir une réponse. C'est la logique du truc, évidemment. Et puis là, non, il nous balance un deuxième conduit. On se dit, tiens, c'est un peu étrange. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas besoin de le faire, ce deuxième conduit? Et puis, pendant ce conduit, il amène un nouvel élément qui ne sera pas vraiment un contre-sujet, mais un élément qui va jouer quand même un rôle important. Puis on se dit, ben voilà la réponse. Mais la réponse est déjà dénaturée. On se dit, mais qu'est-ce que Bach nous fait là? Il se trompe. Et puis alors, le pire, c'est qu'il va nous balancer une cinquième entrée, donner l'illusion du cinquième entrée, dans un registre qui n'a pas encore été utilisé. Et ça, c'est toute la science, toute la créativité de Jean-Sébastien Bach, qui est en train de nous dire avec ce genre de choses, vous savez, je vais vous proposer, je connais la norme, mais je vais vous proposer des choses auxquelles vous n'auriez même pas songé. C'est montrer sa virtuosité de traitement. Et quand il fait ça, il ne le fait pas sans humour non plus, parce que une cinquième entrée comme celle-là, on se pose des questions, on se dit, tiens, est-ce que c'est une fugue à 5 voix? Ben non, c'est quand même une fugue à 4 voix. Et en fait, il fait tout simplement ce qu'on aimait bien à l'époque baroque, un trompe-l'oreille. C'est vraiment ça. Se dire, tiens, je vous donne l'illusion de... Et donc, quand on voit des choses comme ça, en tout cas, quand j'étais étudiant, je me dis, mais enfin, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il se permet de faire des choses comme ça? Je vais corriger Bach. Et j'ai corrigé Bach. Je dis, mon ami, il faut faire ça normalement. Sujet, réponse, conduit, sujet, réponse. Et Pascal va vous jouer la version corrigée. Oui, bon, c'est moins bien. On est d'accord, mais c'est la norme. Et ce qui est vraiment fascinant quand on étudie la musique de Bach, et pas seulement de Bach d'ailleurs, c'est de voir comment cette norme, ils en sortent. Besoin de créativité véritablement. En termes d'exception aussi, voilà un autre exemple dans la fugue en do majeur. Je vous le montre d'abord, sujet, réponse, tout va bien, aïe. C'est pas un sujet mais une réponse. Et donc, évidemment, il n'y a pas de conduit. Et puis, il fait une quatrième entrée qui est le sujet, alors qu'on aurait dû avoir une réponse à la quatrième entrée. Et puis, comme dans la fugue précédente, il nous dit, tiens, une cinquième voix dans un autre registre, encore un trompe-l'oreille. Mais non, non, parce qu'en fait, il va faire en sorte que déjà le sujet et la réponse viennent se chevaucher. Là, c'est une fugue très, très particulière dont je vous parlerai un peu plus tard. C'est une fugue extrêmement complexe en réalité, et pour l'écoute et pour l'interprète aussi. Et on verra pourquoi dans quelques instants. Voilà ce que c'est qu'une exposition, voilà quelques distorsions par rapport au modèle, mais il y a bien d'autres distorsions encore chez Bach. Alors, après l'exposition, pas de modèle prédéfini, incontestablement. Alors, ce qui est important après une exposition, c'est, dans l'esprit de Bach, et la plupart du temps c'est comme ça, c'est de sortir de la grande densité contrapuntique d'une exposition. C'est complexe, hein, l'entrée de toutes ces voix, même pour l'écoute, ça demande de la concentration. Et donc, pour changer, il va faire après, et Bach n'est pas le seul à le faire, ce qu'on appelle parfois un divertissement. Et c'est un bon terme quelque part, le divertissement, c'est de dire,
On sort de cette contrainte tellement difficile du contrepoint et je vais divertir un moment. Certains appelleront cette zone un épisode. D'autres, c'est mon cas en tout cas, je parlerai de développement dans certains cas. Toujours est-il que ça sert à quoi? Je l'ai marqué modulant. Ça sert à amener une nouvelle tonalité où on fait une nouvelle exposition qui peut être partielle ou dans un autre ton. Voilà. Mais c'est vraiment une alternance entre le côté extraordinairement complexe du contrepoint strict, et puis on divertit avant de revenir à une complexité. Alors, parmi les procédés qu'on peut rencontrer chez Bach, il y a notamment le fait de présenter une deuxième exposition en faisant un serrage des entrées, et donc ça se présente graphiquement de cette manière-là. Ça, ce serait la norme, sujet et réponse juste après, c'est de dire je vais déjà commencer ma réponse pendant que le sujet se déroule encore. Et je peux encore un peu serrer. C'est ce qu'on appelle une strette. L'autre procédé, ou les autres procédés, je n'en prends que quelques-uns, c'est de dire, je vais mettre en même temps que mon sujet, le sujet en augmentation. Donc il est 2 fois plus long, 2 fois plus lent en dessous, et il a la vitesse normale. Et puis alors Bach, avec sa science du contrepoint, va se dire, oui, mais je vais vous le mettre aussi à l'envers, et puis je vais vous le mettre avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, des straights. Ça, c'est haute virtuosité d'écriture, faire en sorte que le sujet fonctionne avec l'idée du sujet en augmentation plus les straights. Quand on réussit ce genre de choses, quand on fait un examen de fugue dans un conservatoire, on a en général une belle note ou une très mauvaise si on n'a pas suivi tout à fait la norme prescrite. Donc voilà ce qui peut se passer après dans une fugue, et puis on va retrouver là-bas encore une entrée en augmentation. Et donc, vous l'avez compris, on va vous montrer des exemples maintenant, ce qui se passe après une exposition peut être très diversifié. Voilà. Et donc, Pascal va vous montrer un exemple de ce qui suit dans la fugue en sol mineur, que beaucoup considèrent, on l'a appelé la fugue d'école. C'est devenu un espèce de modèle pour les classes d'écriture dans les conservatoires. On était tenu de respecter ce modèle-là. Voilà. Et il fallait pas tenter de faire autre chose sous peine de ne pas avoir son premier prix de fugue, évidemment. C'était comme ça. La partition se présente de cette manière-là, comme vous savez, c'est une partie de clavier, donc sur 2 portées. Ça, c'est le prélude. Ça, c'est la fugue. Et ce que je dis toujours à mes étudiants au conservatoire, si vous voulez faire l'analyse d'une fugue, la première chose à faire, essentielle, indispensable, c'est de la réécrire s'il est à 4 voix sur 4 portées. C'est 1000 fois plus lisible, évidemment. Vous suivez chacune des strates, c'est beaucoup plus facile. Et donc, c'est ce que Pascal Segrist va faire maintenant, c'est regarder cette fugue. Oui, vous l'aurez compris, toutes les 48 fugues sont différentes les unes des autres. Et on a choisi celle-ci, en effet, puisqu'elle représente vraiment une espèce de norme. Elle a inspiré la fugue d'école. On y retrouve tous les ingrédients dont on vous a parlé déjà maintenant. Alors on va essayer de se mettre un petit peu à la place du compositeur. Et puis on va dire qu'il va être un bon élève. Il va faire ça il va marcher dans les clous, quoi. Alors voilà, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il fait une fugue à 4 voix, ça, c'est la norme. Et puis ensuite, 4 voix, vous ne les entendrez pas chanter puisqu'elles sont jouées à l'instrument, mais on les appelle des voix, comme dans la chorale où vous allez chanter toutes les semaines. Donc un soprano, un alto, un ténor et une basse. Que fait-il? Il va choisir un sujet, le voilà. Voilà un sujet très diversifié, très souple, qui contient les 7 notes de la gamme de sol mineur, qui est diversifié rythmiquement, 3 croches et 2 noirs, un silence, et 2 fois cette formule qu'on appelle des anapestes, 2 courtes et une longue,
Voilà, bon, il peut être content de son sujet. On constate aussi que toutes les... Je crois que mon micro ne marche pas. Si, ça va. Ça va? Oui. On constate que tous les intervalles sont les voisins, donc des degrés conjoints, comme on dit, à part le grand saut entre la deuxième et la troisième note, sinon c'est toujours les voisines. On est donc dans une vague sans heure. Alors, on va faire entrer ce sujet à l'alto. Alors, on va lui trouver une réponse, qui est là, au soprano, qui présente la mutation habituelle, puisque, comme vous l'avez repéré, sans doute, il y avait un Ré qui est la dominante, donc la réponse doit commencer par un Sol. Pendant ce temps-là, l'alto ne va pas se tourner les pouces, il va trouver un accompagnement pour le soprano, ce sera le contre-sujet. Contre-sujet magnifique qu'on va rencontrer, qui va nous poursuivre dans toute la fugue et qui accompagnera chacune des entrées du sujet et de la réponse. Vous voyez qu'on peut presque lire le sujet, mais par la fin. On a aussi des croches d'abord, un grand saut entre les deuxièmes. Voilà, il y a une espèce de miroir. On constate aussi que les valeurs longues sont opposées aux valeurs courtes et les valeurs courtes sont opposées aux valeurs longues. Ce qui nous donne un contrepoint très aéré. On va regarder aussi un tout petit peu les intervalles. On a parlé de contrepoint renversable. En contrepoint à deux voix, vous n'avez pas 36 possibilités comme intervalle. En fait, il n'y en a qu'un intervalle, à part l'unisson ou l'octave, qui ne sont pas très intéressants puisque c'est la même note. Et cet intervalle, c'est la tierce. Et évidemment, son renversement en sixte. Sixte. Tierce, sixte, tierce, sixte, tierce, tierce. Voilà, on constate aussi les mouvements contraires. Quand une voix monte, l'autre descend. Donc on est dans un équilibre absolument parfait, ce qui nous donne déjà l'exposition des deux premières entrées. Nous avons ensuite le conduit, dont on a parlé. Et puis on va avoir la troisième entrée, qui est un sujet à la basse. Et notre contre-sujet qui est au soprano. Et l'alto, qui a fini de travailler, il va ajouter une voix libre. Pour compléter la chose. Il nous reste encore la réponse du ténor et le contre-sujet à la basse, avec en plus une voix libre. Voilà, notre première exposition est ficelée, elle est parfaite, avec les 4 voix, 3 fois le contre-sujet, et maintenant on a le premier divertissement. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce divertissement? On l'a dit, il a surtout, à part la fonction de divertir, de détendre l'atmosphère tendue des entrées, il a pour fonction d'amener la nouvelle tonalité. Et la nouvelle tonalité de la seconde exposition, c'est, selon notre modèle classique, la tonalité de si bémol majeur, qui est le relatif
de sol mineur. Donc voilà comment le compositeur va de ré mineur, qui est la tonalité de fin de notre première exposition, la réponse, de ré mineur à si bémol majeur. Et voilà le travail. On peut commencer la seconde exposition, que je ne vais pas vous détailler et tout, mais on est en si bémol majeur, avec des réponses, bien sûr, en fa majeur, puisque c'est la dominante, avec de nouveau la mutation nécessaire. Elle est un peu plus compliquée, un peu plus enchevêtrée, et je vais vous la jouer tout de suite. Est-ce que tu permets juste, parce que j'avais ajouté un petit quelque chose, oui, de dire simplement que dans un divertissement, la matière première est extraite de ce qu'on a entendu dans le sujet ou dans le contre-sujet. Et donc j'ai mis un cercle que vous voyez là. Alors il va bouger mon cercle, je vais le faire remonter comme ça pour dire oui, c'est bien une partie on peut de ce l'amener au sujet. conduit aussi. Et je peux alors remonter Oui, au oui. contre-sujet, etc. Oui, c'est cette formule de deux doubles croches va nous poursuivre pendant tout le morceau. Sujet, donc on est en si bémol majeur, et il va s'agir maintenant d'arriver à la troisième exposition qui, selon le modèle toujours, doit être, on dira, à la sous-dominante, c'est-à-dire, sur la si do, do mineur. Alors voici du si bémol majeur à do mineur, voici, c'est très vite fait. Et on est déjà là. Et on va voir une troisième exposition avec seulement 2 fois le sujet et 1 fois la réponse. Do mineur. Et cette réponse qui termine cette troisième exposition, elle est bien sûr en sol mineur, puisque l'exposition était en do mineur. Nous voici retombés sur nos pieds, tonalité principale. Sol mineur qui ne va plus nous quitter jusqu'à la fin du morceau. Nous avons ici un troisième divertissement, bien sûr en sol mineur. Et maintenant, on va avoir une strette avec 3 entrées. Et puis on poursuit encore. Et une dernière fois une exposition avec un sujet, toujours en sol mineur. Cette fois, c'est vraiment la dernière et il n'y aura pas de contre-sujet puisqu'il va faire tout ça en accord à 5 voix. Voilà, je vous la jouerai en entier avec le prélude pour terminer. Voilà, ce que Pascal vient de vous montrer, évidemment, c'est l'architecture ou la structure de cette fugue-là. D'autres fugues n'auront pas cette architecture-là pour le déploiement. Il y a un passage quand même que je voudrais signaler dans les divertissements, c'est celui que vous avez entre les 2 crochets rouges au-dessus. Je vais demander à Pascal de bien vouloir le rejouer, celui-là, donc après la cadence en sol, qui est un passage absolument extraordinaire, je trouve. C'est le moment où on a cette sensation que la musique se suspend véritablement. En réalité, c'est comme si c'était une incise dans le texte.
Essayez d'imaginer qu'après, Pascal peut sans doute vous le faire, qu'après la cadence, juste avant le premier crochet, on passe directement à la strette. On peut supprimer les mesures qui se trouvent au centre et ça marche, en fait. On peut les enlever, ça fonctionne. Et donc, ça donne à cette partie-là un statut tout à fait particulier. C'est comme si ce divertissement, vous savez, c'est une métaphore comme une autre. Bach prend du recul et regarde ça de très très haut. Et c'est un passage absolument magique. Ça, c'est Bach. C'est ce qu'il fait, Jean-Sébastien Bach. Faire une exposition dans cette fugue, comme vous l'avez entendu, c'était à la portée de plein d'autres compositeurs. Ça, c'est tout à fait génial, ce passage-là. Se dire, on peut le supprimer et ça marche. Et donc, c'est absolument extraordinaire comme moment de suspension. Et je l'aime tellement, c'est pour ça que je demande à Pascal de vous le rejouer. Vas-y, encore une fois, ce troisième divertissement non modulant, bien sûr. Merci beaucoup, ça me fait tellement plaisir d'entendre ce passage-là à chaque fois. Mais donc, essayez simplement de, après la cadence, après le crochet, vous dites, ok, je passe directement Ré, Mi, Sol, et ça marche, hein. Ça marche, moyennant une transformation au niveau de la métrique, mais ça fonctionne, c'est tout à fait étonnant. En fait, quand on veut représenter une fugue, souvent aussi, on fait ce genre de schéma, hein, voilà, qui est très synthétique et qui montre l'organisation des différentes voix. Alors, moi, je vais faire la même chose que Pascal, mais avec la fugue en do mineur, dont vous allez vous apercevoir qu'elle est sensiblement différente au niveau de son déploiement. C'est ce que vous avez déjà entendu, c'est la fugue en do mineur du premier cahier, avec ses deux contre-sujets. Et il y a des parties libres, mais elles sont peu nombreuses, et je les épingle comme ceci, une simple gamme descendante. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Et là, do, ré, mi, fa, sol, la, ré, mi, fa, sol. Comme des mouvements de gamme aussi. En fait, ces petites parties-là qui viennent accompagner sont, on va dire, relativement secondaires. Mais elles amènent un nouvel élément qui va avoir son incidence dans la suite du texte. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder la façon dont, ce que Pascal vous a montré en sol mineur, fonctionnent les divertissements et les expositions. Et on va démonter les choses de manière très appliquée. Alors, voilà le premier divertissement qui va aboutir à une exposition du sujet avec ces deux contre-sujets. Pascal va vous le jouer. Première phase. Deuxième divertissement qui va aboutir à une nouvelle exposition dans un autre ton, et c'est la réponse. Oui, aussi que la façon dont c'est réécrit ici sur quatre systèmes, en fait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon analytique une analyse paradigmatique, ce type de présentation, que premier, deuxième divertissement suivi d'exposition ont la même proportion. Ça fait 4 mesures. Troisième divertissement qui va aboutir à une nouvelle exposition. Un peu plus long. Quatrième vague, divertissement à nouveau, et vous voyez mon cadre rouge qui apparaît là, ben, le divertissement est encore plus long, évidemment. Et cette représentation graphique montre l'aspect des proportions, en quelque sorte. C'est-à-dire, chaque partie du divertissement va s'agrandir. Et on arrivera à la cadence. Voilà donc la façon dont
ces divertissements et les expositions fonctionnent. Alors, si on regarde la matière des divertissements, mes petits cadres violets, ça va sol, ré, mi, do, ti, tim, pom, pom, il ne faut pas dire d'où ça vient, hein. C'est la tête du sujet. Mais ce qui accompagne en dessous, ça c'est intéressant, c'est toutes les petites gammes dont on avait parlé. Hein, j'avais souligné ces petits mouvements de gamme. C'est ça, la matière première. Et puis, si on regarde le deuxième divertissement, formidable, c'est Bach, hein, on est bien d'accord. Le mouvement de cette voix au aigu, c'est jamais que le renversement de la voix du dessus. Comme si le mouvement se renversait. Quel est le propos de ce divertissement? C'est clairement l'idée des contre-sujets. Donc, premier divertissement consacré à la tête du sujet, deuxième. Là, plus on va avancer, plus ça va devenir complexe en fait. Voilà les petits mouvements de la tête du sujet, et puis ces petits mouvements de gamme qu'on avait déjà entendus précédemment. Il y a donc une forme de complexification, si vous voulez, de divertissement en divertissement. Et donc, et le quatrième divertissement, le voilà, et on regarde la ligne qui se trouve en dessous, on se dit, tiens, mais ça me rappelle quelque chose, ce truc-là, c'est exactement ce qu'on avait eu là-bas. Ce qui veut dire que l'organisation de ces divertissements et de ce qui va suivre, ça devient comme un grand développement, si vous voulez. On a l'exposition, on a ce grand bloc, et on a la réexposition qui va suivre. Donc, projet différent de la fugue en sol mineur. Je vais demander à Pascal dans un instant de vous jouer tous les divertissements qui vont s'enchaîner. Et c'est là, vous avez dit au tout début dans mon propos que j'avais utilisé quelques graphiques pour nous y retrouver. Et donc, en voilà un, ça c'est l'exposition. C'est assez chouette, je trouve, à suivre comme ça, avec une symbolique de couleurs. On se dit, ah oui, j'entends bien les différentes voix. L'exposition, vous l'avez déjà entendu, on ne va pas vous la rejouer, mais voilà comment j'ai pu synthétiser les divertissements. Continuum, c'est les gammes, et puis au-dessus, la tête du sujet qui voyage, l'exposition. Divertissement, continuum, au-dessus, les deux contre-sujets, l'exposition, etc. Vous avez compris comment c'est mis, et donc, je vais essayer de faire ça le mieux possible, je vais suivre Pascal. Mais ce type de représentation graphique et en superposant les choses a l'avantage de, je dirais dans une certaine mesure, que l'œil vient aiguiser notre écoute, nous met à l'écoute des différents événements. À la toute fin, je voudrais que Pascal rejoue la toute fin de cette fugue, s'il veut bien, il y a un moment absolument formidable aussi de silence. Et je demande à Pascal d'un tout petit peu l'exagérer, c'est dans la réexposition, un silence qui est là, et que dans la rhétorique baroque, on appelait l'abruptio. L'abruptio, c'est, sur le plan rhétorique, le moment où l'orateur s'arrête, regarde son public et revient avec force. C'est un moment de grande dramatisation, quelque part. Je demande à Pascal de le renforcer. Ça a son petit effet quand même, il faut bien l'avouer, ce silence qui arrive juste avant la fin.
Dernière fugue qu'on va vous commenter, c'est la fugue en do majeur du premier cahier. Alors, vous avez graphiquement, donc, c'est la première version de Carl Philipp Emanuel Bach. Ce prélude célèbre, Domi Sodomi, vous avez entendu tout à l'heure, est de la main de Carl Philipp Emanuel Bach et pas de Jean-Sébastien. Voilà le manuscrit de Carl Philipp. Et voilà les corrections de papa. Ce qui est mis là, c'est Jean-Sébastien qui dit à son fils, attention, là, il faut... non, je ferai plutôt ça, etc. Donc, c'est une autre version. Et il y a plusieurs versions de ce prélude, parce qu'il y en a un troisième. Voilà ce que Nicolas Méhus dit à propos de ce prélude. La version du prélude en do majeur du manuscrit de 22 est déjà la version finale, reproduite aussi en 1730 dans le petit livre d'Anna Magdalena. Mais il en existe une version plus ancienne, plus courte, inachevée et peut-être partiellement corrigée par Jean-Sébastien lui-même dans le petit livre pour Wilhelm Friedman. Par ailleurs, l'une des éditions publiées en 1801, celle de Forkel, reproduit une version qui, sans être identique à celle de Wilhelm Friedman, semble néanmoins plus ancienne ou moins aboutie que la version définitive de 1722. Elle correspond peut-être à une des versions en circulation parmi les élèves de Bach. Bach paraît avoir travaillé à partir d'une version simple du prélude qu'il a progressivement rendue plus complexe et plus intéressante par des distorsions et des ornementations. Ça, c'est le manuscrit de Jean-Sébastien Bach. Et ce document que Nicolas met dans son article est formidable, je trouve, parce qu'il met les trois versions connues. Celle de Forkel, celle de Wilhelm Friedman et la sienne en dessous. Et donc, vous voyez évidemment Bach a ajouté tout ça dans la version de Wilhelm Friedman. Il y a une mesure qu'il a enlevée, mais c'est beaucoup plus développé. C'est une chose probablement assez commune, se dire je vais réutiliser cette matière-là et j'en fais quelque chose de plus personnel. Alors, dans cette fugue, mais on va reparler un tout petit peu de numérologie. Alors, vous dire que, en réalité, les deux Hollandais dont je vous ai parlé vont assez loin parfois, de manière un peu délirante, je trouve. Donc, je vous rappelle, donc B, A, C, H, 2, 1, 3, 8. 2 plus 1, etc. Et donc, les deux Hollandais en question se sont amusés, et l'ont fait dans toute l'œuvre de Bach, c'est un travail gigantesque, ils disent combien de notes sont écrites dans le prélude, combien de notes graphiquement. Il y en a 549. Et ils ont fait la même chose pour la fugue, il y en a 734. 1283. Génial, les lettres de Bach dans le désordre. Et donc, il est évident qu'à partir du moment où on joue avec les nombres, on peut arriver à leur faire dire tout ce qu'on veut. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre de signatures absolument évidente. Celle-là, due au hasard ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est assez amusant de voir ça. Vous connaissez par rapport à la numérologie avec Louis XIV, Louis XIV, mort à 77 ans. Et vous regardez tous les événements importants. Il y a une date importante, je crois que c'est le traité de Douvres, 1661. Waouh, ça fait 14. Et on trouve 14 partout dans la vie de Louis XIV. Voilà. Décider qu'il est mort à 77 ans, c'est peut-être aller un peu loin, évidemment. Mais toujours est-il que chez Bach, il y a vraiment des moments où il n'y a pas de doute. C'est vraiment une volonté de signer, dont lui ne parle pas. Ça fait partie de l'ésotérisme. On ne dit que c'est pour les initiés, évidemment. Alors, la fugue de cette première fugue est une fugue très particulière, c'est ce qu'on appelle une fugue à strette. Alors, on a un peu l'impression, c'est ce qui fait la difficulté de son interprétation, que Bach a voulu mettre plein d'entrées du sujet et de la réponse, presque avec un chausse-pied. Vous voyez, il faut en mettre autant. On va voir combien et pourquoi autant. Ça, c'est l'exposition. Je vous la montre parce qu'elle va vous jouer ça
près de manière détaillée. Donc, je vous rappelle qu'elle a quand même cette anomalie d'avoir 2 réponses, de ne pas avoir de conduit, et puis le sujet. Et donc, voilà l'exposition. L'exposition va jusque-là. Donc, Pascal va vous jouer, peut-être rejouer cette exposition, si tu veux bien. C'est le tout début, hein, jusque les 6 premières mesures. C'est dense, hein? On n'a pas un seul moment où on échappe au sujet. Il est toujours là, sujet ou réponse, toujours présent. Qu'est-ce qui arrive après ça? Tiens, il va recommencer une nouvelle exposition. Ce qui va faire ce qu'on appelle parfois une contre-exposition, ou bien ce qui nous fait le coup de nous donner un trompe-l'oreille, autre registre. Mais non, tout de suite après, il nous dit « Ah tiens, voilà ma réponse ». Mais elle entre à 2 notes près en même temps que le sujet. C'est ce qu'on appelle donc une strette. Puis on regarde un peu plus loin, on se dit ah ben voilà, on n'a pas eu le temps de s'arrêter, on est déjà dans une nouvelle entrée de la réponse. On n'a pas le temps de respirer, on est devant une nouvelle entrée. On n'a vraiment pas le temps de respirer parce qu'on a le sujet et la réponse en même temps. En fait, dans cette première grande partie, vous n'avez pas un seul moment où le sujet n'est pas présent. C'est d'une densité absolument extraordinaire. Pascal va vous jouer ça jusqu'au moment où on arrive au centre de la fugue, à la cadence qu'on entend très clairement. Donc après l'exposition jusqu'à la cadence. Vous sentez combien la en la mineure est une cadence. Enfin, on peut respirer. Et évidemment, c'est la 14e mesure. C'est pas le hasard, c'est pas pensable. Il articule pour qu'à la 14e mesure, on ait cette cadence. Ce que vous venez d'entendre, c'est le premier groupe de strette. Et puis, non content, il va recommencer un deuxième groupe de strette, mais rien qu'avec les couleurs, vous apercevez à quel point sujet et réponse s'enchaînent et viennent se mettre les uns sur les autres. Donc en fait, la densité est énorme, c'est tellement dense qu'il n'y a évidemment pas de place pour mettre un contre-sujet. Il n'y a presque pas de place pour les parties libres, ça continue sans cesse. Regardez mes petits cadres, celui-là, il est en pointillé. Et il m'a toujours intrigué, se dire, sol, la, si, do, ré, do, si. C'est une entrée qui a avorté. Do, ré, mi, fa, et puis elle revient. Donc c'est comme une petite entrée qui n'aboutit pas, si vous voulez. Puis, je pense que les cadres sont suffisamment éloquents que pour montrer la densité du nombre d'entrées que Bach propose. C'est hallucinant. Enfin, une mesure. Une mesure où on n'a pas le sujet ou la réponse. Mais c'est parce qu'il va finir, évidemment. C'est la cadence. Pascal va vous jouer ce deuxième groupe de strette.
n'ayant écouté la fugue en do mineur précédente et la fugue en sol mineur que Pascal vous a commentée, vous sentez, imaginez à quel point ceci est beaucoup plus dense en fait. C'est terrible. On n'a pas un seul instant de répit dans le contrepoint. Et puis comment Bach va terminer cette affaire? On a la cadence en do, on a encore une entrée, et puis les deux dernières mesures, il n'y a pas d'entrée du sujet. Mais je vous invite à écouter ça avec cette particularité qui fait que on a cette sensation qu'à la fin de la fugue, une voix est en train de filer vers l'aigu. Bach est en train de nous dire, c'est une interprétation évidemment, de dire « je vous invite au voyage maintenant des autres préludes et fugues ». Tu peux nous jouer la cadence finale, Pascal, à partir de... Formidable cette fin, c'est de vous dire je vous emmène maintenant vers la suite de mon programme. Alors, si on fait un peu le bilan de ce que je viens de vous montrer, j'ai utilisé une représentation graphique. Ce qui est rouge et bleu, c'est sujet ou réponse. Et du reste, dans une certaine mesure, on s'en fout puisque la réponse n'est jamais que la transposition du sujet sans mutation. Mais pardon, c'est ceci que je vais vous montrer. Donc, on a bien 14 notes pour le sujet. La cadence qui arrive au milieu est bien à la mesure 14. Vous vous rappelez la petite entrée qui a avorté, là, cette entrée qui ne va pas au bout? C'est la 14e entrée. Difficile d'imaginer que ce soit le hasard. Et puis, si on fait le bilan, dans la première partie de la fugue, on a eu 10 entrées au total. Dans la deuxième partie, 14 entrées. Ça fait donc un total de 24 entrées de la tête du sujet ou de la réponse. Bach nous dit « Je vais vous écrire 24 préludes et fugues ». Voilà la manière dont la numérologie peut fonctionner chez lui. Ça, c'est du light par rapport à certains autres cas chez lui. Et donc, on va vous proposer, Pascal, comme je l'ai fait d'ailleurs pour la fugue en do mineur, je remonte encore une fois ce schéma-ci, parce que je pense que sur le plan des couleurs, il montre bien la densité du nombre d'entrées. Et il montre aussi que c'est les petits cadres en bleu ciel, vous voyez là, c'est les moments où on n'a pas le thème. C'est vraiment pas grand-chose, hein. Vraiment pas grand-chose. Et donc, avec Pascal, maintenant, je vais vous proposer de faire ce que j'avais fait pour la fugue en do mineur. Je suis Pascal avec mon petit schéma. Voilà l'exposition.
Voilà, tout à fait exceptionnel, pas facile, je l'ai dit, à jouer et pas facile à écouter parce que on a parfois l'impression d'être noyé devant cet édifice, véritablement. On n'a plus, comme dans la fugue en sol mineur ou en do mineur précédemment, ces moments de divertissement où on a des petites choses simplement. Ici, c'est tout le temps dans la densité. Alors, avant de terminer et de demander à Pascal de vous jouer la fugue, la prélude et la fugue en sol mineur dans son intégralité, la fugue, après Jean-Sébastien Bach, continue, bien entendu. Et si je peux vous donner l'une ou l'autre chose à écouter qui sont de magnifiques fugues à des époques un peu différentes, alors il y a dans le Requiem de Mozart, le Kyrie, qui est une extraordinaire fugue, mais qu'on appelle une double fugue. Pourquoi une double fugue? Parce qu'il y a deux sujets. Il y a deux sujets qui sont, c'est pas un contre-sujet, les deux sont tellement importants que les deux sont considérés comme des sujets. Beethoven fait des fugues dans sa sonate opus 106, opus 110 aussi. Bartók, avec la musique pour cordes, percussions et célesta, fait une grande fugue pour commencer. Donc ce genre musical perdure. Il est évident qu'une fugue chez Beethoven n'aura pas le même modèle que celle qu'on vous a montrée chez Bach. Et forcément chez Bartók encore moins. Mais le procédé qui est de dire on fait une exposition et on divertit est présent tant chez Mozart que chez Beethoven que chez Bartók. C'est vraiment ça le cadre de la fugue. Et ce qu'il y a de formidable dans la fugue, vous l'avez sans doute un peu compris, c'est qu'après l'exposition, qui est l'obligation, on fait ce qu'on veut. Ça devient terriblement créatif. Et donc, pour terminer sur une note moins rigolote sans doute, mais c'est dommage qu'à l'époque où j'étais étudiant au conservatoire, on m'ait dit « tu dois faire une fugue comme ça, avec cette forme-là ». C'est quelque part emmerdant parce que c'est qu'un seul modèle, en fait, alors que l'intérêt, c'est justement de pouvoir faire des choses extraordinairement diversifiées. Je vais donc laisser la parole à Pascal Zegris qui va vous jouer cette fugue en do mineur, mais je vais sortir de mon PowerPoint. Voilà. Oui, je l'ai après précédé du prélude, pour lequel je vous dis rapidement un mot. Ce prélude présente le même plan tonal que la fugue, c'est-à-dire on va retrouver les trois tonalités dont je vous ai parlé pour la fugue, et il les indique dans ce prélude avec un mouvement un peu ondulatoire. D'abord sol mineur, et puis si bémol majeur, et plus loin, do mineur, pour revenir à sol mineur. C'est intéressant de voir ce plan tonal.